sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugée. Tree TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Vous le savez, ce rendez-vous majeur où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. C'est tout un plaisir que de vous retrouver tous les matins à partir de 8h pour les directs, sans oublier la version rediffusée à partir de 22h les mêmes jours. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. C'est une pensée du révolutionnaire homme politique et philosophe Mahatma Gandhi, à méditer en cette journée du 2 octobre 2019. Bien sûr, bienvenue à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à toute l'équipe de réalisation, ceux qui nous réalisent à la radio et à la télé, pour que vous soyez en tout cas chez vous, de nous suivre dans les conditions optimales. Alors, disons bonjour aux deux juges au siège. Bernard Boukma, bonjour. Geoffroy, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Boukma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Vous faites office de juge au siège à cette émission, les tribunaux de l'actualité. Et ce matin, nous avons décidé de façon collégiale de parler de ce point de presse du chef de file de l'opposition politique burkinabé. Vous savez, cette opposition anime tous les mardis un point de presse. Et pour ce mois d'octobre le 1er, donc à Ouagadougou, les questions sécuritaires, politiques, économiques ont été abordées par Alphonse-Marie Ouedraogo et Abdoulaye Arba. Alors, ce qu'on peut retenir et qui est largement commenté à travers les différentes plateformes, il faut que le régime MPP cesse de s'acharner sur les pauvres citoyens qui peinent à joindre les deux bouts. A-t-on pu lire sur bien nombre de plateformes. On va y porter un jugement sur l'ensemble des points abordés à l'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias. Et puis, si le temps nous permet, on pourra aborder dans la deuxième partie de l'émission de cette paix de braves signée il y a quelques jours entre l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade et l'actuel Macky Sall, eux qui ne s'étaient pas adressé la parole il y a bientôt 10 ans. Donc, quel regard porter sur cette réconciliation? Voici les deux sujets annoncés, l'actualité étant plurielle. Nous allons écouter les avant-propos des juges à ce propos. Bienvenue à tous et à toutes à travers Watt FM et à travers True TV, sans oublier la plateforme internet que vous pouvez suivre en tout temps et en tout lieu à travers infowakat.net et sur l'ensemble des réseaux qui reprennent cette émission. Alors Bernard, pour cette première partie de l'émission, nous sommes le 2 octobre, une date historique qu'on ne pourrait pas ne pas mentionner à travers un avant-propos. En tout cas, c'est une date historique pour le Burkina Faso. Également, je dirais historique pour la grande famille sankariste. Vous savez que c'était le 2 octobre que Thomas Sankara a prononcé le fameux discours historique, donc le discours d'orientation politique en abrégé, le DOP, qui est d'ailleurs illustré par un rond-point devant le lycée Mariano Ngouabi à Ouagadougou. Et donc, ce discours d'orientation politique retraçait les grandes lignes de la révolution burkinabé.
et définissait où on veut aller dans tous les secteurs et segments de la société burkinabé au niveau des relations internationales. Et donc l'histoire également dit, pour ceux qui étaient dans le secret de la rédaction de ce discours d'orientation politique, que la partie relations internationales n'avait pas été abordée, et c'est dans la phase de lecture que les uns et les autres se sont rendus compte, étant donné que c'était en direct. Donc il fallait, au moment où quelqu'un rédigeait, Thomas lisait. Et donc le discours d'orientation politique, quoi qu'il en soit, quand vous le feuilletez, il est d'actualité en ces segments, parce que il définit clairement ce qu'il y a à faire dans les domaines de l'éducation, de ce qu'il pense, de ce qui doit être l'administration, de la bureaucratie, des fonctionnaires et tout, et en même temps qu'il détermine ce qui pourrait être des freins pour cette révolution burkinabé. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, c'est la boussole, c'est pratiquement la boussole de la démocratie burkinabé. Donc au même moment que les autres dates de cette époque sont très importantes, comme le 4 août, comme le 15 octobre, il y a aussi le 2 octobre qui est une date d'enjeu. Voilà. Donc un discours qui a inspiré certains chefs d'État également dans la conduite de leurs affaires, et qui a inspiré certains enseignants dans des questions de développement et qui dispensent des cours à leurs élèves sur la base de ce texte-là. Donc encore une fois, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, on s'en souvient, mais bon, on passe à autre chose. Des éléments peuvent nous aider à mieux construire nos avenirs individuels et collectifs. Bon, on y va. Pour le reste, bon voilà, on laisse l'histoire se dérouler comme un tapis. D'accord, et ça sera ça en commentaire. Merci de nous l'avoir rappelé ce matin. Geoffroy Vara, c'est à vous pour votre avant-propos du jour. Merci Président. Moi j'aurai deux avant-propos très rapides. Le premier avant-propos, je vais aller un peu loin d'abord, avant de venir à côté de chez nous, donc en Tunisie. Tout le monde suit ce qui est en train de s'y passer, c'est des présidentielles. On a un premier tour qui a livré donc ses résultats. On a Saïd et Karoui qui passent au second tour, l'un en prison et l'autre être aussi fort gêné, parce qu'il aimerait bien pouvoir, c'est vrai, triompher, mais après un processus dans lequel il y a un genre au moins d'équité et que il n'y ait pas de balance qui penche parce que l'autre a été empêché de ceci ou de cela. Et il y a donc cette demande de liberté qui avait été formulée par Karoui qui est en prison, je le rappelle, et qui a été refusée hier. Donc aujourd'hui on se pose la question comment les choses vont se passer pour le second tour. C'est vrai que depuis, je pense fin août, il a été arrêté et c'est sa famille, ce sont ses proches qui font campagne pour lui. Maintenant qu'il est passé au premier tour et qu'il s'agit du second tour, y aura-t-il un deux poids, deux mesures sur le terrain où on a quelqu'un qui mettra toute son armada en branle et un autre qui sera obligé comme un entraîneur à qui on a donné un carton rouge et depuis les tribunes donner des instructions. On sait que l'impact n'est pas le même et selon certaines indiscrétions, il est prêt au cas où au second tour les choses restent en l'état et qu'il perde de se plaindre pour non-équité. Et le problème, c'est que tout le monde est dérangé, y compris son adversaire, mais aussi ce qu'on a comme parallèle correspondant, c'est-à-dire notre CENI ici, donc l'institut qui est à charge du gage du caractère équilibré et indépendant de l'élection. Lui aussi est très dérangé, c'est lisieux si ma mémoire est bonne. Donc il y a une situation qui dérange. Il y a une justice qui doit faire son travail, c'est clair, parce que sur lui il y a de forts soupçons, c'est-à-dire de fraude et de blanchiment d'argent, mais c'est quelqu'un qui est au second tour d'une présidentielle. Donc je veux dire, les charges ne sont pas confirmées, ce qui fait qu'il a encore des droits qu'il peut exercer. Voilà pourquoi il est toujours dans la course à la présidentielle. Maintenant on se pose la question, si c'est confirmé, est-ce qu'on n'aura pas permis à un délinquant d'aller jusqu'à la fin. Et ça met vraiment le pays dans une situation qui n'est pas simple. Ça, c'est un regard que je voulais partager et on continue de voir comment les choses vont évoluer en Tunisie et on reviendra toujours sur ce sujet. Deuxième avant-propos que je voulais moi aborder, c'est la sortie très remarquée, visite officielle, visite d'État du président ivoirien Alassane Ouattara de l'UNZI. C'est en Côte d'Ivoire. Il est né
là-bas, et alors que c'est le bastion, ça faut pas oublier de Henri Konan Bédié. Et il y a une mobilisation monstre, c'est-à-dire une démonstration de force pour un président qui n'est pas encore candidat officiel et qui a 1 an fait tout aussi pour faire trembler ses adversaires. Et quand on regarde cette mobilisation, les ministres qui étaient là, évidemment les personnalités coutumières, les cadres de la région, le PDCI peut avoir beaucoup de questions à se poser et peut trembler quelque peu. Mais en même temps aussi, on comprend dans le discours que la guerre elle est âpre. Il y a Alassane Ouattara qui dit qu'il vient vers ce peuple pour leur parler de paix, de stabilité, mais parce qu'il a un projet pour eux. Bon, ça fait 10 ans qu'il est là, quoi. À 1 an d'une présidentielle, vous venez le prêcher un projet, ça sent, je dirais pas, bon, je parle pas d'arnaque, hein, mais ça sent clairement, ça sent clairement le monsieur qui courtise, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui va positionner? L'avenir nous le dira. Mais il faut dire que les choses du côté de la terre de Béni sont en train de bousculer le dur, parce que à 1 an, rien n'est encore joué. D'accord. Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité. Bernard qui a parlé du 2 octobre, vous qui avez parlé de la Tunisie et puis de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui un peu équilibre le traitement de l'information sur ce plateau. Alors, à présent, on va porter un jugement sur la sortie du chef de file de l'opposition politique burkinabé, qui est ce regroupement des partis d'obédience politique justement affiliés à cette institution, donc qui ont animé un point de presse hier, 1er octobre 2019 à Ouagadougou, et les questions sécuritaires, politiques, économiques ont été abordées. Les conférenciers du jour étaient Alphonse Marie Ouedraogo et Abdoulaye Arba. Alors, ils ont abordé donc, ils ont fait passer en revue la situation nationale avec le regard du chef de file de l'opposition. Pour commencer, la question sécuritaire, donc l'opposition qui continue de tirer à boulet rouge, on peut le dire, sur le gouvernement quant à ses responsabilités vis-à-vis des attaques terroristes que nous subissons. Ils ont rappelé la situation du 28 septembre dernier, qui a eu environ 19 000 personnes déplacées dans ces parties de villages de la province de Bubam. Il y a aussi l'exécution du chef de terre de la commune de Bourzanga. Donc, finalement, on se pose la question à savoir, est-ce que toute cette pression exercée par l'opposition, elle est nécessaire, ou bien ce sont là, on a affaire à des gens qui se battent alors que la pluie les barre? Ben Abouma. Elle est très difficile à comprendre, les politiques, la façon dont nos politiques se comportent. Difficile à comprendre parce que, je vais rappeler également à souhait, que franchement, après le dialogue politique, et sur la base, je me fonde sur nous avions eu des réserves. À la fin, ils ont dit que même ceux qui ont eu des réserves n'avaient pas de raison, donc voilà, le dialogue a triomphé. Donc, effectivement, nous nous sommes pliés. Mais à la fin, ils nous ont dit de façon unanime que le discours changera maintenant, à partir de ce qui se passe. Parce qu'ils se sont parlé, franchement, le débat a été franc et sincère. Un diplomate disait que quand on parle de débat qui était franc et sincère, ça a été houleux. Que c'est pour ne pas dire que ça a été houleux, qu'ils disent que c'était franc et sincère. Et donc, dans un débat franc et sincère, je ne dirais pas houleux parce qu'ils n'ont pas dit houleux, où les uns les autres sortent pour dire que désormais le regard change et l'appréciation change. Parce que l'opposition a compris sur certaines choses que le pouvoir ne pouvait pas dire à la face du monde, que ce n'est pas forcément lié à une incapacité d'un régime, mais il y a des éléments à prendre en compte. Dès lors, ils ont compris que ce n'est pas leur faute, en griffe. Les représentants du pouvoir également disent qu'ils se sont parlé droit dans les yeux. Eux aussi, ils ont compris un certain nombre d'éléments. Donc il n'y aura plus de droit accusateur pour dire c'est eux qui orchestrent les attaques, c'est eux qui sont au courant. Donc c'est l'opposition, ou bien par certains nostalgiques du passé, qui sont en train effectivement de ferrailler sous ce prisme-là pour pouvoir revenir au pouvoir. Et donc le discours aussi va changer. Après une attaque, vous ne reconnaissez même pas ces messieurs qui ont juré la main sur le cœur qu'ils se sont compris et qu'à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est l'union, c'est l'unité nationale. Chacun a embouché encore, a armé son verbe et puis a commencé à tirer sur l'autre. Donc, personne n'a désarmé le verbe. Personne après ce dialogue politique. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile effectivement de comprendre. Mais comme vous l'avez dit, donné la citation en son temps, le dialogue politique, c'est une table ronde où les uns parlent à tour de rôle
sans s'écouter. Personne ne s'écoute. Chacun prend la parole, il finit, l'autre le récupère, il finit, et puis après, je vous remercie, il s'applaudit, et puis il rentre à la maison. J'ai l'impression que c'est ce que nous avons assisté. Autrement dit, on aurait pu avoir des gestes différents. Mais là, on ne l'a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu le dialogue politique avec ce qu'on avait eu comme recommandation, mais en même temps, est-ce que la position de l'opposition n'est pas délicate? Et peut-on être à tonner à fond dans cette situation d'insécurité et la gestion de l'affaire, justement? Nous n'avons pas demandé un silence coupable ou complice. Pas du tout. Ce n'est pas un silence complice qu'on demande. C'est un regard ou une position que des gens nous ont promis et qui n'a pas été respectée. Et nous avons dit, si la rencontre, si tout ça c'était pour ça, c'était pas la peine. Parce que j'ai l'impression que finalement, ce qui intéresse ces messieurs, c'est code électoral, c'est 2020. Majorité comme opposition, parce que chacun a un intérêt dans le code électoral. Donc, en réalité, c'est ça qui intéresse les uns les autres. C'est 2020, c'est même pas comment on organise, est-ce que c'est 2020 ici et maintenant qui intéresse. Et donc, tout ce débat-là, c'est beaucoup plus la question politique qui intéresse, moins les autres questions. Autrement dit, on n'en serait pas là. Autrement dit, on n'en serait pas là. Mais la session parlementaire a commencé. Je n'ai pas encore vu un de l'opposition dire, mais tenez compte que nous, cette session-là, il faut tenir compte qu'on avait pris des engagements. La majorité, nous avions pris des engagements par rapport à un toilettage, à une petite révision. Il ne faut pas oublier lors de cette session, personne n'a encore parlé de ça. Parce que ça fait pas grand bruit. Maintenant, la question sécuritaire, ce qu'on dit, c'est pas le silence. Je prends la date du 16 septembre. Normalement, le dialogue politique devrait permettre, après avoir tiré les leçons et les enseignements, de faire cette commémoration-là ensemble pour dire plus jamais ça. À un moment donné, des fils de la République, croyant à bien faire ou je ne sais pas moi, se sont trompés. Voilà ce que ça donnait comme conséquence sur la nation. Et voilà le bilan humain, les dégâts matériels. À partir de ce moment-là, de façon unanime, qu'est-ce qu'on fait? On a tous perdu. Personne n'a gagné dans cette affaire-là. On a tous perdu. Donc, le retard, les séquelles, les fissures qui ont été laissées, c'est toute la nation burkinabé qui paye. Donc, personne n'a gagné dans cette affaire. Donc, semblant de victoire, parce que ça permet à certains de se repositionner, à certains de perdre davantage, mais si on regarde au fond, s'il fallait tout ça pour ça, ce n'était réellement pas nécessaire. Et donc, dans ces conditions, ça, on ne l'a pas eu. Alors, parce qu'on attend toujours de faire la bagarre autour de la date. Les 30-31 vont venir, on va continuer de faire toujours la même bagarre. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est très difficile. Sinon, de mon point de vue, dès lors qu'ils se sont accordés, quand il y a eu attaque, à moins de peut-être se revoir ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait, mais chacun utilise l'argument terroriste, l'argument insécurité, comme un argument politique pour pouvoir desservir l'autre. C'est ce que nous assistons et rien n'a changé depuis le dialogue politique. Mais j'ai dit, ce que nous demandons, ce n'est pas un silence coupable ou un silence complice. C'est l'exploitation entre griffes de cet argument-là à des fins politiques que nous dénonçons tout simplement, dans l'opposition comme dans la majorité. D'accord. Alors, Geoffroy, votre regard sur le fait que l'opposition, à chaque instant et à chaque occasion, ne rate pas justement d'occasion pour taper sur le gouvernement à chaque fois que le pays lui-même est tapé par les forces terroristes. C'est ce qui est bien. S'il le caressait, on allait commencer à soupçonner notre opposition. C'est quoi son rôle? Les partis se créent parce qu'ils ont la ferme conviction qu'ils ont une façon de voir les choses, ils ont un programme, ils ont une stratégie pour améliorer la condition de vie de leur population, mieux que les propositions qui sont faites autre part. Et de ce fait-là, lorsqu'on est convaincu de cela et qu'on voit les failles chez l'autre, je pense que quand on n'a pas encore accédé à cette fonction de président, ou lorsqu'on n'a pas encore eu ce fauteuil, ou bien que notre parti n'est pas au pouvoir, on apporte sa contribution, et la critique aussi fait partie de cette contribution-là à apporter. Oui, sur tous les sujets. La gestion, la question sécuritaire, c'est pas une question d'être au pouvoir. Toute personne qui a une idée pour pouvoir faire face à ce phénomène-là, quand même, est la bienvenue. Voilà pourquoi je dis la critique fait partie de la contribution. Je suis de ceux qui pensent que il n'est pas de sujet sur il n'est aucun sujet sur lesquels
on devrait faire un genre de gentleman agreement et dire ça, on n'en parle pas, ou bien quand il s'agit de cela, voyons un peu comment... Non. Ceux qui sont là gèrent les choses d'une certaine façon. Si ça ne va pas, je suis désolé. Quand on se réveille le matin, ce n'est pas les parents d'un parti politique seuls qui meurent au front. Les déplacés internes, on ne demande pas leur carte de parti politique. Ils subissent de plein fouet les choix stratégiques de défense et qui sont ceux du parti qui est au pouvoir ou de ceux qui ont été élus. S'il y a des failles, s'il y a un problème, la critique objective, pour moi, elle a tout lieu d'être. Maintenant, il y a ce que Bernard dit qui est très intéressant. Il faut craindre que la question de la menace aujourd'hui soit un prétexte pour ceux qui sont là à dire, écoutez, vous voyez que nous ne sommes pas les seuls concernés, ce n'est pas un problème seulement burkinabé, ce n'est pas le fait de notre faiblesse à nous, c'est un fait, mais écoutez, soyez indulgents parce que. Alors que c'est une situation, mais chacun tente d'y répondre avec une stratégie. C'est la stratégie qui est critiquée. Maintenant, aux autres, ne pas dire que, écoutez, c'est à cause d'eux que c'est comme si. Sinon, je ne pense pas que ce soit le MPP qui soit au pouvoir au Mali ou dans d'autres pays où on est tout aussi inquiété. Il y a une donne sous-régionale. Maintenant, comment est-ce qu'on y répond? On y répond. Et puis, quelles sont les faiblesses de la réponse qu'on donne? Peut-être au niveau national. Ça doit faire l'objet de critiques. Et c'est pas parce qu'on est allé à un dialogue et qu'on a discuté de ce que sur certains sujets on va aller mollo ou quoi que ce soit, que lorsque on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet probant et que chaque jour les déplacés sont en nombre encore plus fort et que à un moment donné, ça commence à devenir difficile à supporter et qu'on se rend compte que les terroristes sont en train de gagner du terrain, qu'on n'en parle pas. Ou bien que vous faites des choix qui pour nous ne sont pas le bon, qu'on n'en parle pas. En ce moment, quel est votre rôle en tant qu'opposant? Autant que la plupart la majeure, plutôt les partis d'opposition, tous se rallient et puis on fait, comment dire cela, on a une mouvance, je sais pas comment on va appeler ça, il n'y a plus d'opposition, tout le monde est dans une mouvance, tout le monde accompagne le parti qui est au pouvoir et puis là on s'en va. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas de figure, on reprocherait par exemple aussi les marches qu'on a ou les avis qui sont de l'ordre de la critique sur les résultats qu'on attend et qui ne viennent pas. Non. Vous trouvez normal qu'on n'arrive pas à être dans un élan d'unité face à cette menace terroriste, alors qu'ailleurs, c'est ce qui se décline quand les questions sécuritaires arrivent à réunir toutes les classes politiques, les différents bords politiques? Mais ailleurs, où est-ce qu'il n'y a pas de critique sur la façon dont l'offre sécuritaire est menée, sur la stratégie pour répondre à l'île terroriste? Où est-ce qu'il n'y a pas de critique? Dans aucun pays, vous verrez où il n'y a pas de critique. Il y a toujours une critique. Maintenant, il faut des critiques objectives. Là, maintenant, on peut faire le débat. Et puis l'unité dont on parle, l'union, je suis désolé, ce n'est pas la pensée unique. Ce n'est pas taire tout ce qui est critique objective. J'étais le premier sur ce plateau ici à rappeler qu'il y avait beaucoup de craintes et peu d'assurance pour ce qui est des populations à entendre les propos, notamment de la police lorsqu'elle est sortie récemment. Parce que, pour nous, des critiques peuvent être faites. Maintenant, est-ce que ça doit être porté partout? Est-ce que ça doit être, je veux dire, l'ennemi d'en face doit s'asseoir et voir que dans nos rangs ça ne va pas et qu'on est en train de se quereller? Et surtout que ce soit ceux qui ont à charge la question de sécurité qui posent le problème sur la place publique de ce que sont leurs manques, les insuffisances dans la stratégie et même quelquefois aussi comment dire ça, la situation dans laquelle ils sont. J'étais un peu mal posé, j'ai dit les critiques peuvent être faites dans un cadre bien précis et puis toujours garder le caractère objectif pour ce qui est notamment des politiques. Et puis pour ceux qui achètent la sécurité, je pense qu'il y a une machine en interne qui devrait permettre de régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, évidemment, il faut se poser beaucoup de questions. Vous allez nous dire par exemple que ce n'est pas normal qu'on aborde le fait qu'il y ait par exemple la police qui fasse des points de presse, je parle de la pôle et autres, qui pose sur la place publique un certain nombre de problèmes. À la fois vous dites que
ce n'est pas intéressant pour nous parce que ça ne nous rassure pas et que ça envoie un mauvais message, en tout cas pour ce que nous pensons, pour ce qui est de notre système de sécurité, et ceux qui sont en face se trouvent ragaillardis, ils se disent ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est en train de prendre du terrain, on est en train de s'appeler leur morale, c'est en train de marcher. Mais en même temps aussi, quand il pose le problème qui est celui que en interne toutes les voies ont été utilisées pour pouvoir se faire entendre, de poser le problème, et que c'est à leur corps défendant qu'ils sont obligés de prendre un peu la nation à témoin en disant à demi-mot un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent, vous vous dites attention, il y a un problème. Est-ce que vous allez vous taire? Il faut qu'en interne, il y ait cette oreille attentive. Il faut qu'en interne, ils arrivent à discuter de ces choses. Il ne faudrait pas que ça sorte. C'est-à-dire que, et ça, c'est du domaine de l'effort et de ceux qui achètent la sécurité et de leur hiérarchie, je veux dire. Donc, et ça, c'est une réalité. Si vous vous asseyez, vous dites que non, ça, on ne doit pas en parler. Dans ce cas de figure, on vient en enrôle des sujets, eh bien, on dit, quand il s'agit de sécurité, ça, c'est devenu sujet tabou. On n'avancera jamais comme ça. Je pense qu'on n'avancera jamais. D'accord. Bernard, vous voulez ajouter? Il faut qu'on évolue. Ça dit que c'est pas un silence complice ou coupable que j'ai. Vous l'avez dit, c'est beaucoup plus le contenu du message. Mais les droits accusateurs, j'ai dit les droits accusateurs sont partis. Personne n'a cherché, dans un élan d'unité compromis à la population burkinabé, j'ai dit bien, qui a accordé une importance à ce dialogue. Les gens n'avaient même pas parié cher sur l'issue. Il y en a qui se sont dit que les premiers moments, ils vont se quitter. Finalement, ils ont pu tenir. Et la majorité a fait des concessions que d'aucuns disaient que c'était inimaginable. Donc il y avait un espoir. Donc s'il faut se réunir les moyens de l'État, réunir les moyens de la population burkinabé pour aboutir à cela, prendre des promesses à leurs yeux, venir leur dire. Mais le chef de file de l'opposition était assis là, il a dit, vous verrez qu'à partir de maintenant, nos discours vont changer. Ça n'a pas changé. C'est de ça. Mais on demande à personne de faire un silence complice. Mais il faut que les uns et les autres aussi s'assument par rapport aux engagements qu'ils prennent vis-à-vis des populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui dirigent, demain, c'est ceux qui promettent qu'ils vont venir diriger. Donc c'est comme si c'était une promesse non tenue de la part de l'opposition. Justement, pour moi, c'est une promesse non tenue de toute la classe politique burkinabé. D'accord. Alors on va évoluer parce que ce point de presse aussi a été l'occasion pour l'opposition politique d'aborder la question de l'UTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires. Alors ils ont rappelé les propos du Premier ministre Christophe Dabiré à l'occasion de la session du bureau politique national du MPP. Alors et l'opposition estime que ce sont des mesures impopulaires, voilà, qui viennent s'ajouter à d'autres taxes comme celle des automobiles, les nouvelles plaques d'immatriculation, la flambée des prix des produits de grande consommation. Et de ce fait, l'opposition exige qu'un bilan d'exonération accordé par l'État burkinabé depuis les 10 dernières années soit fait avant l'exécution d'une quelconque décision sur l'UTS. Alors, votre appréciation de cette position si l'on se regarde de l'opposition, Geoffroy? Je pense qu'il pose le même problème, mais avec à la fois, comment dire ça, un genre de refus d'une dynamique dans laquelle on est en train d'aller, donc l'élargissement de l'UTS là aux autres fonctionnaires. Et puis derrière aussi, ils disent, c'est pas une solution en tant que telle, mais ils disent si on doit y aller, donnez-nous aussi des gages de votre côté. Quand ils parlent d'exonération, c'est très clair. Ça veut dire que il y a beaucoup d'arrangements qu'on fait. On dit bon, lui là il paye pas ceci, lui là il paye pas cela, il paye pas telle taxe, il paye pas ceci, il paye pas cela. Maintenant, si on n'en a pas un bilan, c'est-à-dire il n'y a pas comment dire cela, il n'y a pas de patriote à deux vitesses. C'est-à-dire que si l'un doit payer, il faudrait me dire pourquoi est-ce que l'autre ne paye pas. Pourquoi est-ce que l'autre est exonéré? C'est peut-être le problème que pose aujourd'hui l'opposition. On a clairement des problèmes de finances. Parce qu'aujourd'hui, là où on a mal dans notre offre de sécurité, c'est financier, pour pouvoir accompagner. C'est bien pour cela qu'on a plusieurs sommets. On a vu ici à Ouagadougou, le cri de cœur qui a été lancé, c'est encore passé ce G5 sous chapitre 7. Ça, c'est la question du financement, c'est plus réglé. Quand on parle de MINUSMA, là-bas on parle de missions plus robustes et tout, mais derrière c'est toujours l'argent. Si on repartit à Biarritz, toujours l'argent. Et donc, même dans l'offre domestique, le problème, c'est toujours l'argent. Donc, à un moment donné, il faut chercher où on va en gagner. Il faut créer des niches. Et l'opposition dit, c'est vrai, on crée des niches, il n'y a pas de souci, mais au lieu de commencer à taxer certains qui ne le sont pas, et qui sont taxés même d'ailleurs d'une autre façon, parce qu'ils payent aussi d'autres taxes, pourquoi ne pas nous donner la liste exhaustive de ceux
qui sont exonérés, donc qui sont un peu les chouchous, qui sont un peu vos chouchous. Lorsqu'on saura un peu pourquoi eux ils sont exonérés, et puis on lira un peu mieux là-dessus, peut-être que parmi ces personnes, il y en a même qui naturellement devraient payer plus que les autres. Peut-être que lorsqu'on aura fini de voir ça, on pourra dire ok, on n'a pas assez, donc il faudrait un effort ensemble. Ça se comment dire cela, ça se comprend, mais on est dans un contexte aussi qui est clair. Lorsque l'opposition elle-même lance une opération de souscription pour qu'on puisse venir en aide au FDS, et au départ, ils le disent tout le temps jusqu'à aujourd'hui, ils ont été les premiers à avoir cette idée-là. Ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a un problème de moyens. Ce n'est pas une forme de taxe parce que c'est à la volonté qu'on fait et c'est une dynamique dans laquelle on se lance de façon volontaire. Mais ça veut dire qu'on est au moins conscient que le Burkinabé, de façon générale, doit faire un effort pour mettre de l'argent qui pourra permettre de sortir le pays dans le problème dans lequel on est. Maintenant, quand vous êtes aux commandes, vous avez l'opportunité de transformer la dynamique que vous voulez, peut-être parce qu'on se gêne un peu, mais parce qu'on n'est pas à votre position, on voulait que ce soit une dynamique volontaire, vous pouvez la transformer en obligation. Et ça devient des taxes, ça devient des choses concrètes. Maintenant, est-ce que c'est opportun dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a beaucoup de remous? Mais c'est clair aussi que pour ceux qui sont au pouvoir, quand ils le regardent, vous allez donner ici, mais vous commencez à réfléchir par comment est-ce que vous allez récupérer. Vous me demandez des indemnités, vous me demandez ceci, vous me demandez cela. Je me demande même où je vais aller enlever. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vous donne 10 francs. Et puis je vous taxe 15 francs. En clair, vous avez perdu 5 francs. C'est ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui. Mais il y a aussi qu'il faut qu'on s'accorde sur quelque chose. Il y a un besoin d'un effort commun. Et ça, c'est clair. Et ça, l'opposition ne peut pas le nier. Maintenant, ce qu'ils disent, et pour moi aussi qui est pertinent, c'est que quand on demande à tout le monde de faire des efforts, il faut commencer aussi par montrer patte blanche en disant, pour ce qui est de la contribution, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et que pour ceux pour lesquels on a des exonérations qui sont décidées, elles sont justifiées. C'est comme pour rappeler le Premier ministre qui, dans les premières heures, nous dit on doit tous faire des efforts. Nous allons donner l'exemple. On a attendu l'exemple. Alors, Bernard, c'est vrai que depuis le départ de l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba, on entend rarement parler, sinon scander le terme PNDS. Sinon, dans son mode de fonctionnement, on sait que sa grande majorité, voire 64%, compte sur le financement sur des ressources internes. Est-ce que, avec cette façon de voir les choses de l'opposition, on n'est pas en train d'inciter les populations, on n'est pas vraiment adhérer à cette dynamique de financement propre à nous-mêmes? Non, l'opposition, je pense qu'elle demande d'avoir beaucoup plus clair, puisqu'elle demande une évaluation donc, de ces années d'exonération. Donc c'est de faire le point de la situation avant effectivement de passer à autre chose. Donc c'est une démarche de mon point de vue prudente et responsable. Mais ce n'est pas forcément pour récuser l'initiative. Donc je pense qu'il y a une compréhension à avoir, parce qu'ici... Elle a clairement dit, elle estime qu'il y a des niches fiscales qui pourraient rapporter des gros sous et que cela en tout cas pèse encore sur le pouvoir d'achat des populations. Oui, tout le monde donne l'impression aux populations qu'elle est trop imposée. Tout le monde dit qu'il y a des niches fiscales, mais quand on trouve une niche fiscale, on critique la niche. C'est le paradoxe burkinabé. C'est quelle niche, c'est quel côté il faut regarder? Parce que des niches fiscales, c'est de l'argent qu'on va prendre chez quelqu'un. Évidemment. Quel que soit le domaine, quelle que soit la nouvelle niche, c'est de l'argent qu'on va prendre chez quelqu'un. Les véhicules, c'est une niche, c'est de l'argent qu'on prend chez quelqu'un. Les cafés, les thés sont taxés. La bière. C'est la bière, c'est de l'argent qu'on prend chez quelqu'un. Soit chez le producteur ou le consommateur. Donc, en fait, même les nouvelles niches là, je ne sais pas c'est quelle niche qui ne va pas toucher un secteur ou qui ne va pas toucher une couche de la population. Vous prenez les mines, c'est des gens qui y sont. Vous prenez... Je ne sais pas. Donc, il y a un paradoxe. Oui, en fait, de trouver des niches qui ne touchent pas le citoyen, donc il ne faut pas en chercher. Donc je pense que c'est cette réalité-là qui est là. Maintenant, c'est sur quoi on prend, sans faire pour que la pression soit moindre sur le citoyen, ça oui. Et c'est à quel taux il faut placer effectivement cette taxe-là pour que les populations ressentent moins le coût.
payent la taxe, mais ressentent moins le coût. Je pense que c'est l'autre enjeu également, c'est l'autre paire de manches de cette démarche-là. Donc, c'est de chercher maintenant les niches où il pourrait avoir, je dis bien, moins de pression sur les citoyens. Encore faut-il se lever très tôt le matin. Parce que même il y a telle taxe qui est payée ici, vous payez telle taxe, vous payez ça. Après, quand vous rassemblez, ça fait beaucoup. La réalité aussi, c'est que l'argent qui vient dans nos ONG ou qui appuie nos politiques publiques parfois sont de l'argent également collecté des taxes de certains citoyens de l'autre côté. Hein. Et qui nous revient aussi souvent sous forme d'aide et tout. C'est de l'argent collecté parfois comme ça. Donc, mais versé pour l'aide au développement dans certains pays ou bien dans les organisations caritatives de certaines fondations internationales et maintenant qui reversent aussi à certaines ONG ou à certaines organisations au niveau du Burkina pour contribuer à sensibiliser dans certains domaines ou apporter également de la plus-value, de l'amélioration dans le quotidien des uns et des autres. Donc, même cet argent que nous recevons parfois, c'est vrai que certaines organisations, c'est notre propre argent qui nous revient, mais ailleurs, il y a l'argent du contribuable, du citoyen, et c'est pourquoi certains préfèrent mettre la don du peuple japonais ou la don du peuple américain. Et je ferai une version récente. Oui, ce que moi je voulais dire sur la question des niches, il faut dire aussi qu'il y a une vérité. Il y a une mauvaise communication que de décider à chaque fois de créer de nouvelles taxes. Parce que vous donnez l'impression à la population de façon générale qu'il y a une imposition toujours plus grande qui est faite sur le peu de revenus qu'il a et qui est déjà maigre et qui ne progresse pas forcément dans le temps. Alors que pour moi, le problème ne se pose pas en termes de nouvelles niches forcément à créer, de nouvelles taxes à créer. C'est d'optimiser les niches que nous avons déjà. Optimiser le recouvrement des taxes que nous avons déjà. Nous avons reçu au tribunal de l'actualité ici les personnes chargées des finances ici, des impôts plusieurs fois. Le gros problème c'est ça. Il y a un exemple qui est patent. La plupart des gens, on paie tous les taxes de résidence lorsqu'on sait qu'on doit aller se marier ou bien lorsqu'on sait qu'on a un papier à faire. Mais pour le reste du temps, c'est pas un problème. Mais la même personne qui ne paie pas, quand elle s'assoit dans sa buvette, elle dit non, mais les gars, ils disent non, ils gèrent mal. Il n'y a pas de moyens. Comment ça, il n'y a pas de moyens dans ce pays? Mais il oublie que les moyens, c'est les taxes qu'il doit payer. Maintenant, je veux dire, quand aussi, c'est clair qu'il y a la question du civisme fiscal, mais le civisme fiscal, il y a un exemple qu'on donne derrière. C'est pourquoi ce que dit, pour moi, l'opposition n'est pas fortuit. Quand il parle d'inventaire d'exonération, c'est l'exemplarité qu'il demande. La plupart des gens, et dans les pays où il y a un incivisme fiscal, c'est qu'on se dit que seuls les pauvres payent. Ceux qui ont l'argent ne payent jamais. C'est ça le problème. Et tant qu'on est dans cette perception et on est dans cette relation avec les obligations fiscales qui sont les nôtres, on sera toujours à vouloir créer du nouveau, donner des dates où, comme pour les véhicules, les gens sont nombreux à faire le rang pour aller payer parce qu'on sait qu'il y aura des contrôles qui seront faits. Il y a d'autres taxes qui existent, qui ont été créées, les gens vont payer seulement quand, voilà, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avoir un autre document. Mais qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie pour optimiser le recouvrement pour ce qui est de ces niches-là qu'on a déjà créées? C'est ça pour moi la grande question. Et tant qu'on ne réfléchit pas sur ce chapitre-là, on va toujours faire la mauvaise communication qui est celle de créer des taxes et donner l'impression plutôt aux populations que on en crée, on les appauvrit, alors que pour moi c'est pas bon. D'accord. En tout cas, vous avez donné votre lecture quant à cette position de l'opposition politique burkinabé. On poursuit alors que l'opposition a cité un journal qui, dans sa dernière parution, révélerait que le président du Faso, Roch Kaboré, consacre beaucoup de temps et d'énergie dans les préparatifs de la campagne électorale de 2020. Et l'article précise que pour les élections, Roch Christian Kaboré a récemment demandé un discret soutien à 3 hommes d'affaires qui font la fierté du Burkina Faso. Donc l'opposition
condamne ces méthodes qui ne sont rien d'autre que de l'extorsion, car le président du Faso utilise son pouvoir pour faire pression sur nos respectables hommes d'affaires. L'opposition veut qu'une loi sur le financement des campagnes électorales et le contrôle des donations en période de campagne soit votée, et elle lance un appel au secteur privé afin qu'il évite de s'acoquiner avec un régime qui va être bientôt balayé par une insurrection électorale. Voilà. Bernard Boukma, votre regard sur ce propos. Bon, que des politiques dénoncent les liens entre le monde des affaires et le monde politique, c'est très bien. Nous l'avons toujours fait, on nous a dit qu'il n'y a rien à cirer. Donc maintenant, si les politiques prennent conscience et qu'effectivement il y a un lien fort et une connexion qui n'est pas bien, et donc et dénonce, l'opposition dénonce cette situation, c'est bien. Mais la question que je me pose, est-ce que l'un peut se passer de l'autre véritablement? C'est une question que je me pose. Est-ce que l'un peut se passer véritablement de l'autre? Parce que les intérêts ne sont pas tellement imbriqués que c'est difficile pour l'un de faire sans l'autre. C'est une cohabitation forcée entre griffes. Donc même nos hommes politiques, mais vous avez vu des candidats au Burkina qui ont reçu leur caution de la main d'hommes d'affaires pour aller déposer pour battre campagne, c'est vrai ou c'est faux? De l'opposition. Mais c'est un homme d'affaires qui a donné l'argent pour la caution à monsieur le candidat, pour qu'il l'aille déposer. C'est ça aussi la réalité. Donc, en son temps, l'opposition n'a pas dénoncé. Et il y en a même qui ont pris, même lors de la campagne passée, pour compléter, même pour les dépenses de campagne. Est-ce que c'est possible? Maintenant où je suis d'accord avec l'opposition, c'est la loi sur le financement des partis. De sorte à plafonner, et de sorte à faire en sorte que les choses se fassent de façon responsable, raisonnable et dans le respect de la loi. Donc que vous puissiez venir vous justifier, vous défendre. Et s'il y a eu des connexions de connexions pas correctes, que cela également puisse être sanctionné à la hauteur de la loi. Quand je suis un homme politique, je vais vers un homme d'affaires pour lui demander de financer ma campagne ou de payer ma caution ou de venir effectivement être avec moi. Quand je vais venir au pouvoir, voilà ce que je peux offrir. Alors, parce qu'en général, c'est comme ça que les choses se passent. On a vu au Bénin, Zinsou, l'homme et Boumaf. En France, on a vu les liens Sarkozy avec le milieu des affaires. Au Burkina Faso, c'est pas un secret, des entreprises avaient été montées pour soutenir le pouvoir. En Russie, on a vu le patron du groupe pétrolier Yukov avec Vladimir Poutine, comment est-ce que les choses n'ont pas marché. Aux États-Unis, on avait vu Bush et les lobbies, les marchands d'armes. Donc, en réalité, est-ce que c'est une déconnexion possible? Maintenant, c'est dans quelles conditions limites? Que celui qui ne soit pas au pouvoir prenne cela comme un objet de chantage, mettre la pression sur les hommes d'affaires du moment pour dire donnez-moi de l'argent sinon je vous crée des problèmes. En ce moment, ça devient malsain. Mais si vous avez la capacité effectivement de faire en sorte que vous soyez financé et que après, c'est pas confier des marchés à des gens, qui vont bâcler les marchés parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, fabriquer des entreprises, des fausses entreprises pour pouvoir leur donner de l'argent et pour venir vous financer. Ils ne font pas un bon boulot et puis après, des gens qui prennent le marché qui n'arrivent pas à exécuter, après il faut résilier le marché avec tout ce que cela comporte comme des dommages et difficultés pour le citoyen. Là, nous le dénonçons. Mais en toute sincérité au Burkina, il y a effectivement nécessité, comme dans d'autres pays, de pouvoir légiférer sur le financement des partis politiques. Presque tous les partis politiques, excusez-moi, personne ne nous dit comment les partis politiques s'en sortent. On a l'impression qu'il y a un blanchiment quelque part qui ne dit pas son nom. J'ai dit les autres partis politiques. Vous voyez un chef de parti qui trime et qui a de la difficulté, qui dit vraiment ça ne suit pas. Mais pendant la campagne, il a suffisamment d'argent, il a loué des véhicules et tout et tout. Il y en a qui disent j'ai pris un prêt, oui. Mais après, il n'a pas gagné. Il n'est pas député à l'Assemblée nationale, il n'est pas ministre, mais son train de vie n'a pas trop changé. Alors que quand il a pris un prêt, ça joue quand même sur le train de vie. Tout ça, on ne sent pas. Donc, il y a une réalité qui est là. Et donc, l'homme d'affaires également regarde. Qui peut me faire gagner? C'est sur quel cheval je peux miser pour qu'il gagne. Et après, il y a un retour. Parce que vous avez aussi de ces hommes d'affaires-là qui sont très nombreux, qui trichent avec le fisc. Et quand vous me dites, mais vous ne payez pas, ils disent non, mais les politiciens viennent prendre l'argent avec nous. C'est où on va prendre pour payer encore le fisc? C'est ce qu'on doit prendre pour payer le fisc là qu'on leur donne. Donc il y a un milieu à assainir. Mais la déconnexion, c'est l'idéal. J'ai dit c'est un idéal.
C'est difficile. Parce que quand on parle de campagne, c'est des moyens, c'est de la stratégie, et puis c'est des hommes. Donc, mais il y a à assainir le milieu pour que les choses soient réduites à leur simple expression. Que quand vous partez négocier un complément pour votre campagne ou votre caution, que vous n'engagez pas toute la population burkinabé. Si je gagne, je vais te donner ça. Monsieur, vous avez gagné, vous lui donnez, il n'est pas à la hauteur. Ou bien vous refusez de lui donner parce qu'il n'est pas à la hauteur, il dit que tu es ingrat. Et puis le problème commence. Il y a eu ces chefs d'État aussi. C'est la réalité. Il y a eu des chefs d'État aussi qui ont eu ce problème. De façon de dire correctement et franchement, je veux, mais vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous donner le marché. Et puis ça devient un problème. Je dis d'accord, tu vas voir. Ça, c'est un autre problème que la République a gagné comme ça pour gérer, de façon fortuite. On n'a pas demandé, et puis voilà. Un jour, ça chauffe au sommet de l'État, et puis, et c'est ce que nous voyons. Maintenant, pour la première partie, dit qu'il a demandé formellement le soutien à 3 hommes d'affaires burkinabés. Effectivement, moi j'ai lu l'article. Maintenant, mais ça ne dit pas forcément que c'est vrai. Ça ne dit pas forcément que c'est vrai. Donc, ça ne dit pas forcément que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres connexions qui sont utilisées par les chefs d'État pour faire ce travail, qu'il allait lui demander ça formellement lui-même? Ou bien c'était au cours d'échanges? Vraiment, l'environnement, tout n'a pas été décrit. Mais sur le point assainissement de ces connexions-là, je suis d'accord avec l'opposition. Mais pour l'autre, je ne voudrais pas trop m'y atteler parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, il y a effectivement certains opérateurs économiques qui nous font des confidences sur la pression qu'on fait souvent sur eux quant au soutien qu'on veut qu'ils apportent souvent à des activités politiques de toute nature, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Mais d'aucuns se posent la question, est-ce que ce n'est pas le moindre mal? Sinon, les partis politiques ou les hommes politiques se retourneraient vers d'autres sources de financement au niveau international avec les contraintes que nous connaissons qui sont peut-être pires. Ils se retournent vers ces sources de financement au niveau international. Maintenant, c'est ceux qui n'y ont pas accès, qui n'ont que les jeux populaires. Sinon, quand ils y ont accès, ils vont y perdre et puis ils viennent y battre campagne. On suit, on voit les véhicules qui nous emmènent. Quelquefois, c'est du jamais vu. Donc, à la vérité, c'est que l'opposition même, elle est prudente. C'est qu'elle part d'une révélation d'un journal. Mais en fait, elle parle d'un milieu qu'elle connaît très bien. Parce que c'est des politiques qui savent de quoi ils parlent. Ils n'ont pas besoin du journal pour avancer un certain nombre de propos, parce qu'ils vont tous, ils sont trempés dans le même moule là. Et parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que nos populations sont dans un dénuement tel que c'est l'argent qui impacte le vote. C'est l'argent qui impacte le vote. Quand vous écoutez les discours, au fond, ils disent quoi? C'est pas la peine d'investir dans une dynamique qui sera balayée. En clair, ça veut dire quoi? Je suis le meilleur parti pour vous. Donc venez me donner. Venez me donner. C'est ce que moi je lis. C'est du toi de là que je m'y mette. C'est ce que je lis à demi-mot. Maintenant, ce qui fait mal, c'est ça. Maintenant, les textes, est-ce qu'ils peuvent sauver? Même ailleurs où on a tenté, on a vu comment les moyens qui sont déployés impacte aussi les chiffres dans des pays où on a un niveau de vie moyen qui est quand même des plus intéressants, où souvent aussi quand vous regardez le taux d'alphabétisation, un certain nombre de choses, ça dit que les capacités à comprendre les propositions qui sont faites et évidemment à refuser celles qui ne sont pas qui ne sont pas bonnes pour soi paraissent plus intéressantes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a une population qui est dans un dénuement tel que un t-shirt 2000 francs, ça suffit à impacter son vote. Et ça, tant que ça n'a pas changé, tant qu'on n'a pas un peuple qui est peut-être différent de ce que je viens de dire là, ça paraît caricatural, mais tant qu'on n'a pas changé, on n'a pas changé cette donne-là, ça sera beaucoup plus difficile. Et même les élections qu'on a eues récemment nous l'ont donné. Vous et moi, nous avons écumé le Burkina avec la plupart des partis politiques. On a vu que les résultats, ce que ça a donné, c'est la stratification des moyens qui ont été investis. Exactement. Il n'y a pas de débat. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on entendait? Ah, lui, il a mis beaucoup d'argent. À la fin, ça a été le l'argument servi finalement. L'argument servi à la fin. Donc, ils savent que le nerf de la guerre, c'est ça. Et que ce qui garantit la victoire dans une proportion intéressante, c'est l'argent. Maintenant, la réalité, c'est que ce qui est malsain, c'est que eux-mêmes, pour moi, dans l'inavoué,
c'est qu'on conçoit même l'accompagnement de ce monde-là comme un investissement. Donc ça veut dire que vous voulez être rédivable. C'est pas fortuit que ce soit lui ou que ce soit vous demain, que le Conseil des ministres, on ait des noms de marché accordés à ceux qui vous ont financé. Et quand ils finissent, ils font la route, c'est pas bon. Nous on passe, on dit que non, ça fait quoi? Ils ont livré il n'y a pas si longtemps. Pendant qu'on est en train de critiquer, vous êtes en train de lui donner un autre marché. C'est dans ce cercle. C'est un dilemme alors. C'est ce cercle non vertueux et même vicieux dans lequel nous sommes. C'est pas une collusion intéressante. Ailleurs, c'est clair que c'est des cercles d'intérêt. Vous avez un lobby sur les armes. Eux, ce qui les intéresse, c'est de permettre, par exemple, à l'Américain de pouvoir toujours posséder son arme. Parce que la dernière, pour eux, la dernière des sécurités vous incombe. Et ils sont dans cette culture-là. Et derrière, c'est un business. Donc, quand ils viennent vous accompagner, ils savent qu'il y a des textes que vous ne devrez pas toucher quand vous allez y aller. C'est toujours la même chose. Et ici aussi, le problème, c'est que il n'y a pas d'engagement fort si ce n'est la poche. Est-ce que cette réalité n'appelle pas la responsabilité de nous, hommes de médias, quant à investiguer sur les modes de financement des différents hommes politiques et de leurs partis? Parce que récemment, l'actualité avait révélé aussi les milliards de Mamadou Issoufou, le président nigérien, qui réclamait son argent apparemment à un individu. On ne sait pas si c'est réglé, sur quel mode, à partir de quel fonds on a pu le rembourser. Alors, est-ce que ça n'appelle pas effectivement qu'il y ait un regard plus engagé citoyennement? Tout ceci renvoie aux conditions de financement des partis politiques et surtout en période électorale. Et les connexions sont telles que parfois c'est très difficile. La machine, elle tourne, mais elle est très bien huilée. Vous ne savez pas à quel niveau se trouvent les goulets d'étranglement. Mais ceux qui parfois vont chercher l'argent et venir, ce n'est pas ce que vous voyez sur les aires de meeting. Il ne vient même pas là-bas. Il ne vient pas là-bas, vous ne l'avez jamais vu. Dans le salon du boss, il n'est pas là-bas. Il ne vient même pas là-bas. Aucune apparition publique. Aucune apparition publique. Et ne dit pas, vous ne pouvez pas indexer que c'est un tel qui est parti chercher l'argent avec X pour envoyer à Y. Vous savez qu'il y a de l'argent qui est venu. Comment, par qui, vous ne le saurez pas. On dirait que ce sont ses amis, entre griffes, qui lui ont donné. Point. Quel est l'ami? Comment est-ce que les démarches ont été effectuées? Parce que parlant de l'argent du Soufou, le même journal révèle que le président n'était pas au courant. C'est une démarche du trio, mais qui n'était pas au courant. Il y a ces connexions-là dans les partis. Est-ce que ça a été payé? Là, je pense que... Si Bernard donne une réponse, c'est que moi, après, je vais l'attraper, lui. L'homme dit, selon les informations, celui de Ouagadougou dit qu'il n'était pas au courant. Et que, bon, voilà, c'est un de ces... Le lieutenant qui est allé chercher, mais ne lui a pas dit. Donc, vous êtes assis dans votre parti, il y a quelqu'un qui a des connexions, qui est capable effectivement de vous envoyer de l'argent et qui part vous envoyer l'argent. On dit, mais qu'est-ce que c'est comme? Il dit, non, il n'y a rien. Maintenant, c'est un appartient, on dit, il y a un tel qui a donné ici, il y a un tel. Mais il y a aussi des non-dits, surtout pour ceux qui sont très puissants dans le parti. Il y a des non-dits. Monsieur même va vous dire que il y en a qui vont vous dire qu'ils ont vendu leur cours. Vous n'avez pas la preuve pour vérifier. Certains dit qu'ils ont des appartements européens qu'ils ont vendus à coups de milliards pour venir financer. Vous n'avez pas la preuve. Et c'est pas vrai, il n'a pas vendu. Il allait prendre avec quelqu'un. Parce que même les chefs d'État donnent de l'argent aux candidats. Même des candidats de nos propositions. Je ne vais pas dire les montants et qui a pris quoi. Mais il y en a qui ont pris, même à l'opposition, il y en a qui ont pris des montants de chefs d'État. J'ai dit même ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui ont eu des montants de certains chefs d'État de la sous-région. Mais le chef d'État, il regarde en fonction de ce que vous valez sur la scène, il vous donne et puis il attend. Donc certains aussi ont pris, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, qui ont pris l'argent avec les voisins, ça c'est pas vrai. Il y en a de l'opposition aussi qui ont pris. Donc c'est le mécanisme, c'est pourquoi j'ai dit, il y a un regard à avoir, il y a un assainissement d'un milieu à faire, mais c'est le mécanisme. Est-ce qu'il faut arriver à un plafonnement des dépenses? Est-ce que l'affaire des gadgets, on a tenté, tout le monde a compris que l'affaire des gadgets est liée à deux choses, la pauvreté et la mentalité. Moi j'ai eu la chance de faire le village. Quelqu'un, une personne âgée prend un t-shirt le jour des élections, il dit je vais voter tant. La personne âgée, elle dit je vais voter tant. Vous dites non. Mais il m'a donné un habit. Si je ne pars pas, je suis ingrat. La rédivabilité. Point. Et puis elle dit dès que j'ai accepté de prendre le t-shirt, ça dit que je suis d'accord avec lui. Et le politicien là, il a compris cette mentalité. C'est pourquoi il n'hésite pas sur les moyens. Non, si lui il a donné t-shirt, lui il ajoute 1000 francs ou bien un paquet de thé. Donc,
Parce qu'il y a cette mentalité-là. Mais il y a aussi, il m'a permis d'avoir un bel habit. Ça, c'est l'aspect pauvreté. Donc le politicien suit sur ces deux vagues-là. Et puis il a l'électorat. Donc c'est ce jeu-là. Tout le monde fait le t-shirt. Pourquoi tout le monde fait le t-shirt plus casquette? C'est parce que ça leur permet effectivement d'avancer. Donc, il y a ce travail de, comme je disais, d'assainissement, effectivement. D'accord. Je ferai un additif avant qu'on... Oui, le plafonnement même seul ne suffit pas. Ailleurs, c'est que les sources, c'est-à-dire que les différentes lignes sont connues. Qui vous a financé? C'est ça aussi qui est très important, et ça permet de lire aussi après et puis de vous obliger aussi dans l'exercice même de vos fonctions de ne pas laisser transparaître une quelconque collusion. Parce que si on sait que l'un de vos premiers bras financiers, c'est celui à qui vous donnez tous les marchés après, les gens comprennent que ça a été un investissement. Donc si vous plafonnez que vous ne savez pas d'où vient l'argent, il y a encore un gros problème. Et puis l'argent reste, je dis toujours, le nerf de la guerre. Lorsqu'on parle de nos consultations électorales, on parle actuellement des candidats, mais vous entendez les petits jeunes dans le quartier qui disent « Ah, 2020, la moitié n'est pas changé de moto. » Ça, c'est pas moi. Donc, lui, il a quoi à voir. Mais parce qu'il sait que l'argent va circuler. Et c'est tout. C'est malheureux. D'accord. On s'arrête là pour cette émission du jour qui va s'arrêter justement avec le point de presse du CEFOP. On espère vous retrouver demain. Mais pour ce qui est du dernier point, on espère que les structures en charge de contrôler les finances et le financement des partis vont se mettre en branle parce que 2020, c'est déjà la porte d'à côté. Merci à tous les deux, Geoffroy Baha, Bernard Bougma, et merci à vous qui nous avez suivis. Et rendez-vous demain, jeudi, pour la 4e convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.